Bonjour à tous, je suis Roch Drozowski-Strel, directeur général de l'IPVF, Institut photovoltaïque d'Île-de-France, et vice-président de l'ETIP-PV, European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics. Je voudrais commencer par remercier Daniel Linco pour son invitation à cette séquence à laquelle je contribue par le biais de cette courte intervention que nous pourrions appeler « Penser le solaire de demain pour déployer notre puissance industrielle ». La transition énergétique et la composition du mix énergétique de la France sont plus que jamais au cœur des débats publics. Dans un contexte où la dépendance aux énergies fossiles pèse à la fois financièrement sur les ménages et géopolitiquement dans les équilibres des pouvoirs, il est grand temps, conformément aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie, d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Ces sources d'énergie sont à la croisée des chemins et apportent des réponses à de nombreux enjeux contemporains dont il est question aujourd'hui, parmi lesquels l'urgence climatique et l'autonomie stratégique vis-à-vis du reste du monde. Au niveau français, les scénarios publiés par le réseau de transport d'électricité, RTE, sont univoques. Atteindre la neutralité climatique à horizon 2050 est impossible sans développement massif des énergies renouvelables. Quelle que soit la part réservée au nucléaire, une augmentation franche des capacités en renouvelables est nécessaire. Il en est de même pour les projections de l'ADEME. Le solaire photovoltaïque dispose de nombreux atouts pour réaliser cette transition tout en luttant contre la précarité énergétique. Véritable champion de la durabilité, rapide à déployer, le solaire est une source de développement économique qu'il nous faut exploiter. Si le solaire est vivier d'emploi, ce secteur doit gagner en autonomie et en maturité. Et cela passe nécessairement par un soutien accru à la recherche et l'innovation. La filière industrielle européenne du photovoltaïque doit être accompagnée habilement pour se développer, anticiper et disposer dès à présent d'une chaîne de production et de technologies suffisamment innovantes pour s'inscrire dans la course mondiale. Ces technologies doivent être vertueuses, toujours plus abordables, plus efficaces et faciles à déployer dans le cadre de panneaux de nouvelle génération ou de nouvelles applications, dans l'agriculture, dans les véhicules ou encore dans les bâtiments. Elles doivent pleinement intégrer les critères environnementaux pour participer au développement de la circularité des panneaux et modules photovoltaïques. Alors, le 10 février dernier, Emmanuel Macron a annoncé un soutien de 2 milliards d'euros pour les énergies renouvelables, notamment aux solutions innovantes dans le photovoltaïque, l'éolien flottant et les réseaux énergétiques. Les 3 nouveaux appels à projets ouverts par l'ADEME concrétisent ces avancées en s'inscrivant dans le cadre France 2030. Développement des briques technologiques par des PME pour les systèmes énergétiques d'abord, dans le but de soutenir l'innovation et la mise sur le marché de solutions en ciblant tout particulièrement les PME, au potentiel particulièrement fort pour l'économie française. Aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables pour permettre la diffusion des technologies innovantes au service de la transition énergétique et l'augmentation des productions industrielles essentielles pour la chaîne de valeur de ces technologies. Et enfin, développement de briques technologiques et démonstrateurs pour les systèmes énergétiques dont le volet photovoltaïque soutiendra l'innovation pour en accélérer commercialisation et industrialisation à l'issue du projet. Les équipes de recherche du meilleur niveau dont disposent la France et l'Europe sont disponibles pour accompagner les acteurs du secteur qui entendent soumettre leurs demandes de financement dans le cadre de ces appels à projets. La compétitivité de l'industrie passe en effet par le leadership technologique et la contribution précise de la R&D et de l'innovation est déterminée bien évidemment en dialogue avec les acteurs tels que IPVF, la qualité du dialogue est primordiale, pour anticiper, se projeter avec les meilleures informations et pour très concrètement préparer le coup d'après. Cette contribution est également décrite dans 2 documents que je citerai, le SRIA, Strategic Research and Innovation Agenda, préparé sous la direction de la plateforme ETIP-PV, fruit d'une collaboration de plus de 80 experts européens pour structurer la feuille de route R&D européenne en lien avec l'industrie. Signalons enfin l'ITR-PV, International Technology Roadmap for Photovoltaics, préparé par l'association allemande VDMA, qui fait état chaque année des besoins de l'industrie par le biais d'une grande enquête sectorielle. Pour reconquérir la souveraineté industrielle et technologique que le président de la République appelle de ses vœux, l'enjeu est de taille, construire en bonne intelligence une filière des renouvelables et du solaire compétitive et aboutie. Pour ce faire, il est crucial de relocaliser l'ensemble de la chaîne de valeur du solaire et lui donner les moyens nécessaires à son développement. C'est alors qu'on pourra être dans l'anticipation et déployer le plein potentiel de cette filière d'excellence française. Cette source d'énergie peut participer à nous sortir de la dépendance européenne, un système mondialisé qui joue en sa défaveur. Dès lors, en dépassant les postures idéologiques, nous exploitons la complémentarité de nos sources d'énergie et redorons le blason de nos filières industrielles. Je vous remercie pour votre attention et vous invite chaleureusement à prolonger ces échanges par une visite de l'IPVF
et vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je vais me présenter tout seul, comme ça on va gagner les 30 secondes. Je suis Xavier Daval. J'ai le plaisir de diriger un cabinet d'expertise technique qui s'appelle Kilowattsol, mais parallèlement à ça, j'ai quelques fonctions. Je suis le président de la commission solaire du syndicat des énergies renouvelables, dont je suis également vice-président, et je suis co-chair du Global Solar Council, qui est le syndicat mondial. Et puis j'ai d'autres fonctions, mais je ne vais pas tout détailler aujourd'hui. Je tiens à remercier Daniel à plusieurs registres. D'abord pour l'invitation d'aujourd'hui, aussi pour tout le travail qu'il a fait et pour le fait qu'aujourd'hui et depuis quelques semaines, le photovoltaïque est présent ici au Collège de France. Quand on sait d'où on vient, je trouve que rien que ça, c'est énorme et ça mérite d'être salué. Et voilà, je vous remercie. On peut effectivement applaudir Daniel pour ça. Voilà. Et donc voilà. Et donc merci pour l'invitation d'aujourd'hui, l'opportunité de parler avec vous. Je vais avoir une présentation un peu très transverse et horizontale, parce que ça fait 15 ans que je cherche à comprendre comment faire, et je dois partager avec vous le fait que je n'ai toujours pas trouvé la clé, mais je pense que on commence à toucher du doigt les choses qu'il faudrait faire. En premier, comme tu me l'as demandé, une petite présentation du syndicat des énergies renouvelables. Je vais aller très vite, mais c'est un syndicat professionnel qui regroupe 450 adhérents autour d'une équipe de 20 permanents. Et si je regarde le tissu constitutif du CER, donc on a toutes les filières, mais on a donc des gens qui font des projets, qui développent des bureaux d'études, toutes les composantes périphériques comme des cabinets de conseil, des banquiers, des investisseurs, des grands producteurs d'énergie, des entreprises intermédiaires, des PME, des TPE. On a un tissu assez vaste. Et on couvre, alors ici on a organisé sous 10 énergies renouvelables, on pourrait les démultiplier à l'infini, voilà. Donc grosso modo on est sur à peu près tous les secteurs. Et les missions sont les missions d'un lobby, à la fin du compte, il ne faut pas se voiler la face, on est là pour défendre les intérêts d'une filière, et donc on est l'interlocuteur privilégié de nos ministères, de l'administration, d'un certain nombre de grands organismes, voilà. Kilowattsol aussi ont un clic, comme ça vous aurez tout. Juste pour vous dire, on est une toute petite boutique de 10 personnes, mais on a déjà étudié 14 000 projets dans 51 pays pour un cumul de 40 gigawatts. Et ce qui nous caractérise peut-être, ce qui nous rend complètement unique dans cette planète des conseils techniques, c'est que nous consacrons 12% de notre chiffre d'affaires annuel à la R&D. Parce que moi je considère, et c'est comme ça que je l'entends, il faut toujours avoir le coup d'avance. Celui qui s'arrête, il est déjà mort. Et qu'en fait, si on ne veut pas sombrer dans la commoditisation, c'est un mot anglais mais qui vient du français, eh bien il faut être différent, et pour être différent, il faut commencer à penser, il faut penser pour les clients, il faut anticiper. Petite mise dans l'ambiance, en fait, quand j'ai commencé dans le solaire, j'y suis rentré par accident, puisque avant j'avais le plaisir d'être directeur Europe, Middle East, Africa d'un groupe américain coté à la bourse de New York. Donc rien à voir. Et je me suis dit, on va faire du solaire, c'était sympa. Et puis un jour, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas fake? Est-ce que c'est pas une bêtise? Est-ce que t'es pas parti dans un truc qui est à la mode? Et puis finalement, il n'y a rien derrière. Et je me suis posé la question sérieusement, parce que j'entraînais avec moi des jeunes, des docteurs, des ingénieurs, des gens motivés, super à fond. Et je me suis dit, est-ce que tu as le droit de les emmener dans une impasse si c'est une impasse? Et donc je suis passé dans un travail d'introspection personnelle pour essayer de comprendre et essayer de donner du sens. Et très vite, je suis tombé sur cette photo. Alors, c'est une belle photo de la NASA, la vue de la Terre, vue du ciel. J'aime mieux cette version-là. Ça s'appelle un anamorphisme, avec la seule différence entre la photo précédente, si je puis dire, c'est que sur cette photo-là, chaque pixel abrite le même nombre d'habitants. Et là, d'un coup, ça change la perspective. Parce qu'en fait, on voit très bien qu'il y a des gens qui y voient et des gens qui y voient pas.
Et donc, bien évidemment, nous avons tous conscience du problème du réchauffement climatique qui est terrible, pour lequel, on nous l'a encore rappelé aujourd'hui à plusieurs reprises, nous avons peu de temps pour réellement commencer à agir. Mais moi, à titre personnel, ça s'appelle une bombe à retardement. Et ce que je veux croire, et j'en suis intimement convaincu depuis que je suis dans cette filière, c'est que peut-être le solaire est une chance de calmer le jeu. Récemment, nous sortons d'une année qui a été compliquée. Alors, nous avons eu le Covid, et à partir de là, les prix ont commencé à augmenter. Au départ, cette augmentation des prix, elle était liée notamment au fait qu'on s'est rendu compte que la machine mondiale était désorganisée. Le just-in-time ne marchait plus. Parce que quand telle usine arrête de passer ses commandes, l'autre usine qui la fournissait prend un autre client. Et quand on est sur des process industriels lourds, comme du verre par exemple, on n'arrête pas un process dans la semaine et on ne le reprend pas dans la semaine. Ce qui veut dire qu'on a eu une période de très forte instabilité qui a joué sur les prix. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que depuis le Covid, finalement, aujourd'hui, le prix des panneaux solaires, c'est la courbe jaune qu'il faut regarder, qui est le prix moyen, eh bien, on est revenu en 2018. C'est-à-dire que cette tendance qu'on avait admise comme parfaitement immuable, que les prix du solaire continueraient à baisser, c'est avéré fausse. Et donc, et pourtant, le marché mondial a continué à croître. Et on est encore 19% sur l'année dernière. Alors 19%, c'est peut-être un peu moins que ce qu'était l'année précédente, mais on voit bien cette croissance mondiale qui continue. Ça n'a pas arrêté le marché. Et là, je change de casquette, j'enlève ma casquette d'ingénieur et je mets ma casquette de marketeur et je me dis, et si on était en train d'avoir, si on avait changé de mode dans cette industrie, et si maintenant on passait dans un mode dans lequel, à partir du moment où les gens ont besoin du produit, le critère prix n'est plus le critère exclusif. Comme si l'énergie adolescente qui était le photovoltaïque, qui pour exister vis-à-vis de ses parents, grandes énergies, avait besoin de taper du pied en disant « je serai le moins cher, je serai le moins cher, je serai le moins cher ». C'est fait. Nous sommes là et j'espère pour très longtemps. Une des raisons principales de cette augmentation, on l'a soulevé tout à l'heure, ça a été notamment le prix du silicium, où on voit que là aussi on est revenu à des niveaux de prix de 2013. L'accroissement de la capacité de production de silicium annuelle chinoise faisait que, à chaque fois qu'on déployait, que la demande mondiale montait, en même temps on rajoutait des capacités de production. Et parmi les problèmes qui expliquent ce prix, il y a un sujet qui est à mon avis intéressant de retenir. C'est que pour la première fois en septembre, en Chine, on a vu les premières conséquences des contraintes carbone du plan chinois sur la décarbonisation. Et comme on est en Chine, grande démocratie, les directeurs de province, quand ils ont vu que leurs compteurs commençaient à passer dans le rouge, ont immédiatement arrêté tout. Tout ce qui consomme de l'énergie, tout ce qui consomme du carbone. Et il se trouve que dans notre industrie, les étapes primaires de cette industrie, pour fabriquer du silicium, consomment du carbone, consomment de l'électricité. Et ce paramètre, à partir de maintenant, va continuer à exister. Donc un retour à la normale, dans des contraintes de consommation carbone plafonnées, va devenir compliqué. Par-dessus, bien évidemment, il ne vous aura pas échappé l'explosion des prix des shipments, c'est-à-dire que ces produits lointains chinois, quand ils arrivent chez nous, et que le container de 40 pieds passe de 2 000 € à 10 000 € ou plus, ça a des conséquences. Tout ça, quand même, ne change pas le fait que la pente descendante continue à descendre, même si on a effectivement un petit stagnement. Pardon, je ne sais pas où est le truc, pardon, hop, c'était celui-là, voilà.
On a un petit stagnement du point qui est là, du dernier point. Mais grosso modo, elle a toujours été conduite par deux tendances. D'un côté, l'amélioration du processus industriel et de l'autre, l'amélioration de la performance technologique. Pardon, tous les chercheurs qui sont ici connaissent bien, je pense d'ailleurs, les deux sujets qui vont de pair. C'est plus on améliore les choses et on a ce double effet qui est fantastique. Et on retrouve les deux courbes qui expliquent les deux, sachant que tant que, et c'est là que les process nous intéressent, tant qu'on est sur des process, j'allais dire, de traitement en chariot, si j'améliore mon procédé, je bénéficie. Et donc l'augmentation, par exemple, du diamètre des wafers qu'on a vu a finalement été très bonne parce que la machine, avec la même vitesse de déploiement, finalement, traitait plus de watts à la fin. Et donc le rendement de l'usine, il est bon. Ce qui veut dire qu'on a pu améliorer les coûts ou tenir les contraintes de coûts, même si on avait une augmentation du prix de la matière première. Ça a été montré tout à l'heure, on le voit bien, la messe est dite, le marché est chinois, 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 chinois. Et comme vous le montrez tout à l'heure, autrefois, ce n'était pas le cas. Alors d'un marché qui n'existait pas, mais on a lâché l'affaire. Et donc j'ai cherché, moi, à réfléchir, et j'ai posé juste un petit schéma, parce qu'on a tendance, en général, à ne pas voir la big picture, et parce que, pour moi, la question, elle est là. C'est, parmi tout ça, où est-ce que nous, France, nous, Europe, on peut jouer quelque chose, et comment est-ce qu'on peut jouer quelque chose? Le Covid nous a appris une leçon. C'est qu'en période de crise, on voit très très vite de qui on dépend. C'est celui qui vous livre plus. Aujourd'hui, la France a un pouvoir de nuisance extraordinaire puisqu'on peut priver les Anglais de Roquefort ou de Bordeaux. La question, c'est demain, sur le marché du solaire, qui pourrait-on priver de quoi? Et ce qui m'a semblé intéressant en faisant cette petite parcours de l'état de l'art ou de la France, c'est qu'au niveau de l'extraction, la France, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons des gisements de galets qui sont compatibles pour faire du silicium. Nous avons encore quelques petites unités de carboréduction, anciennement Péchinet, qui vont très mal d'ailleurs, hein, là aussi, mais bon, on n'est pas là pour parler de ce débat maintenant. Au niveau de la purification, on passe chez Wacker, on va en Allemagne, on n'a rien chez nous. Et puis ensuite, on a Photowatt qui fait du lingotage, qui fait du sciage. Et au niveau des cellules, personne chez nous en France. Et puis en assemblage de modules, on a encore quelques acteurs qui se sont positionnés sur ce secteur-là. Last but not least, recyclage. Parce que très vite, cette partie, et j'aurais sans doute dû boucler la boucle, c'est sans doute via ce recyclage qu'on va réalimenter la matière parce qu'on aura du 6N qui sortira de cette étape sans repasser par les étapes précédentes. Et à un moment, le nombre des panneaux déployés sur nos territoires, amenés à être recyclés, vont devenir peut-être la meilleure mine de France. Donc il y a un vrai sujet, et voilà. J'ai mis les petits drapeaux, là, on était bon, et j'ai essayé de mettre des petits flags en disant c'est quoi le problème. Et on voit très bien qu'il y a des étapes qui ont besoin d'électricité. La France est un pays producteur d'électricité décarbonée quand le système nucléaire fonctionne. Mais en tout cas, on a vocation à l'être, et visiblement, ça ne changera pas. Donc les petits éclairs, c'est là où on a des cartes à jouer, là où on peut être différent. Là où, demain, quand on voit que les Chinois commencent à mettre la contrainte sur les émissions carbone, de pouvoir revendiquer la fabrication d'un silicium décarboné. J'ai fini, il me reste un slide. Ce qui veut dire que moi, mon problème, et qui est le même depuis 15 ans, et je vais tirer là-dessus, c'est que moi, ce que je cherche désespérément depuis une dizaine d'années, c'est le capitaine d'industrie qui, aujourd'hui, gère d'autres process, mais qui aurait la culture, l'esprit d'entreprendre, les savoir-faire sur la logistique, supply chain, qualité, process, méthode, etc., qu'on puisse mettre à la tête de quelque chose. Nous avons partout beaucoup de savoir-faire qui est complètement satellisé. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est un capitaine, c'est un pilote qui prenne ce truc. Je n'attends pas de l'État de nous faire une filière solaire, ils ne le feront pas. Ça ne peut venir que d'une initiative industrielle, et pour ça, il nous faut le capitaine d'industrie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention qui est iconoclaste, comme on dit.
donc qui est importante parce qu'elle replace les choses sur des perspectives qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. Et la réflexion. Pas dérangé. Oh, pas du tout. Moi, je dirais presque que ce qui est intéressant, ce qu'a dit un peu, c'est la simplification de la chaîne sur le silicium, et en particulier de préparer des phases où il faut que l'Europe reprenne pied dans cette industrie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'approche avec Laetitia également. Alors là, je vais faire les choses comme il faut. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour cette journée, déjà, parce que c'est vraiment important, à mon avis, de parler de solaire. On est à un moment charnière. Je voulais juste reprendre, moi aussi, un peu de recul sur la question de l'industrie et essayer de vous démontrer la nécessité d'une industrie solaire en France. Et je voulais commencer déjà par l'exemple de ma société, Dualsun. Donc, je suis cofondatrice de Dualsun. Voilà, Daniel m'avait invité à faire ce témoignage de l'entrepreneuriat d'une industrie en France. Donc, Dualsun, on est connu, on est fabricant français de panneaux solaires et on est connu avant tout pour notre technologie, puisqu'on est leader mondial de la technologie PVT. Alors, ça ne vous parlera pas forcément à tous, mais je vous ai amené un petit démonstrateur. Donc, normalement, ça fait 60 cellules, comme vous savez, pour la plupart des panneaux, mais là, il n'y en a que 2. C'est pour vous montrer le principe. On est sur une technologie où on a du photovoltaïque en face avant, que vous connaissez, et on a notre petite spécialité. On va venir finalement récupérer la chaleur restante grâce à un échangeur en face arrière. Donc cet échangeur, finalement, son objectif, c'est de récupérer les 80% de chaleur perdue derrière le photovoltaïque pour en faire quelque chose, et notamment l'utiliser pour chauffer l'eau des bâtiments, ou chauffer en tout cas des applications qui ont besoin d'eau chaude. Donc voilà Dualsun, on est du coup avec cet objectif, on voit grand, hein, on a envie de décarboner le bâtiment avec notre technologie. Et on s'est vite rendu compte finalement que bâtir une filière, ça a une implication de production. Donc il a fallu évidemment monter l'usine. Mais on a aussi plus largement une implication de toute la filière à engager dans ces démarches. Et on a déjà créé des filières de formation pour avoir de plus en plus d'installateurs. C'est un goulot d'étranglement aujourd'hui, les installateurs. On n'en a pas assez, aussi parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre des problématiques d'assurance, ils en ont marre des revirements du cadre. Du coup, c'est pas toujours. Ils s'orientent parfois plus facilement sur des marchés plus simples, même de l'électricité traditionnelle. Donc, c'est un peu dommage. Donc, nous, on a ces filières de formation qu'on monte avec BAO Formation à destination des chômeurs pour aussi avoir de plus en plus d'installateurs dans notre filière. Et aussi des moments de qualification avec QualiPV, vous connaissez peut-être, qui s'appelle aussi RGE, reconnu garant de l'environnement, de manière plus large. Donc voilà une implication dans l'industrie. On est encore petit, hein, on ne dépasse pas les 40 mégawatts, mais il faut commencer. et avec une ambition forte de déployer notre technologie. Alors, on n'est pas du tout les seuls à être industriels en France. Là, je vous ai mis le dernier rapport de Observer. Donc, c'était leur premier rapport perspective qui ont recensé 75 industries françaises, donc tout ce qui est made in France. Alors, c'est pas que du module comme nous, il y a aussi tout ce qui est composants, équipements. En lingots et wafer, vous en trouverez un, c'est PhotoWatt, mais c'est le seul et c'est vraiment un maillon qui manque en France. Tout comme les cellules, vous verrez très peu de points bleus. Mais vous voyez qu'on a quand même un premier tissu industriel sur lequel on peut bâtir et qui peut se déployer. Alors ma deuxième casquette, c'est également d'être vice-présidente d'Enerplan. Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Donc on a un ensemble d'adhérents qui vraiment sur l'ensemble de la filière, donc les industriels et les distributeurs grossistes, mais aussi tous ceux qui vont faire les projets, les bureaux d'études, les installateurs, les développeurs, les exploitants, les fournisseurs d'énergie, et puis tout le reste de l'écosystème, puisque finalement il faut aussi financer nos projets, arriver à les déployer sur les marchés. Donc on a des agrégateurs, on a toute la recherche que vous représentez ici aussi, mais également les conseils, la formation.
et les clusters, les associations. Donc ça, c'est Enerplan. Et Enerplan, dans les 6 derniers mois, a déployé toute une vision du solaire, une vision politique du solaire donc pour la suite et pour les années à venir. Le premier pilier de la vision d'Enerplan, et je le repositionne parce que pour moi c'est quand même clé dans la vision industrielle, la raison pour laquelle on parle de l'industrie, c'est qu'on ne parle pas d'une petite filière, c'est vraiment la filière solaire va vraiment devenir massive. Pour donner un ordre de grandeur, on a fait un scénario on va dire dérisqué, sans risque, sans regret, où on estime qu'à minima en 2050, 25%. On a fini là. On est inactif. Mais on va reprendre de l'activité industrielle. Donc du coup, on estime qu'au moins 25% de l'électricité sera fournie par de l'énergie solaire. C'est quand même un vrai changement de perspective. On est autour de 2-3%. Passer à 25, c'est 1 fois 10. Et donc, c'est aussi une autre perspective. D'autant plus si on met les euros en face. Il faut savoir que pour atteindre cet objectif de 25% à minima de production d'énergie solaire à 2050, en tout cas sans risque, entre 2022 et 2050, ça veut dire qu'il y aura 190 milliards d'euros qui vont être investis en France. C'est des sommes qu'on n'a jamais vues. C'est plus gros que la filière de l'automobile en train de faire le véhicule électrique. Donc on est une filière massive. Et ça va être une nouvelle perspective pour nous. Ça va être aussi une perspective finalement où notre filière va apporter pour la France une valeur économique par les électrons produits, mais aussi parce qu'il va y avoir un investissement important et plus de 100 000 emplois dans la filière directe. Donc c'est une autre perspective évidemment qui s'intègre dans une réflexion... pardon, il faut que j'accélère. Ok, je me dépêche, mais c'était juste pour dire qu'au-delà de cette vision à 2050, on a vraiment cette question du court terme qui est très important pour nous. On voit avec le conflit en Ukraine qu'il y a une véritable vulnérabilité du système énergétique. Donc on a une vraie dépendance, insécurité d'approvisionnement, instabilité des prix, explosion même des prix, on peut le dire. Et que face à cette situation, pour nous, l'énergie solaire est vraiment une clé. Une clé, déjà parce qu'elle est décarbonée et compétitive, ce qui est quand même bien, déjà, mais aussi parce qu'elle est mobilisable à très court terme. Et donc, notre ambition, c'est qu'à très court terme, au-delà de cette vision à long terme de 2050, on atteigne très vite les 10 gigawatts installés par an. Plus 10 gigawatts en 2025, plus 10 gigawatts par an. Donc, ça ferait un cumul de 30 TWh par an en plus chaque année généré par ces 25 gigawattheures installés en 4 ans. Et ça vous donne quand même la notion de la rapidité de déploiement de l'énergie solaire, puisqu'au final, c'est autant que un EPR à 2 réacteurs qui seraient produits par cette addition en 4 ans seulement. Donc, ce plan d'urgence auquel on appelle vraiment, c'est un plan qui appelle à une mobilisation de tout ce qui est déjà dans le pipe, tous les projets qui sont déjà prêts à être réalisés, qui aujourd'hui ne se font pas parce qu'on a vu. Tu nous as dit qu'il y a des problèmes de prix. Les prix ont augmenté, on ne s'y attendait pas, ce n'était pas du tout dans les business plans. On a évidemment la question de la mobilisation des projets rapides à construire. L'autoconsommation est réellement une filière mobilisable rapidement. Donc on demande à vraiment promouvoir massivement l'autoconsommation en France et également avoir cette question on va dire, fluidifier tout ce qui est guichet, parce que le guichet, ce n'est pas des appels d'offres lourds avec des procédures. Donc fluidifier le guichet. Et le premier point qui est important, c'est qu'on a des problèmes de prix. Donc les tarifs sont pas adaptés ou sont plus adaptés. Donc il faut à minima les geler à très court terme. Et un dernier point de cette mobilisation, c'est vraiment la mobilisation du foncier. Donc un appel au terrain, aux toitures, aux parkings, vraiment dans une dynamique forte pour répondre à cette insécurité d'approvisionnement. Sauf que du coup, si on va par là, des mesures qui nous paraissent indispensables, c'est de ne pas dépendre notamment de la Chine. Et c'est pour ça qu'on demande également d'avoir une mesure d'accompagnement qui va de pair, qui est une mesure indispensable industrielle, d'aller jusqu'à produire 5 gigawatts par an en France, ou en tout cas en Europe, d'ici à 2025 de panneaux cellules silicium. Il y a des projets aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si ça correspond à ton capitaine d'industrie, Xavier, mais on a le projet Carbone, le projet Bélénos, le projet REC, qui sont des projets qui visent 2 gigawatts, 5 gigawatts, 1 gigawatt. Enfin, c'est quand même des projets qui sont d'un autre ordre de grandeur aujourd'hui que ceux qu'on avait précédemment. C'est donc l'industrie, et j'en parlais en introduction, et pour nous, pour Dualson en tout cas, et même pour Enerplan aussi, c'est vraiment quelque chose qui va de pair. L'industrie et toute la filière, il faut qu'on forme plus de 20 000 emplois qualifiés d'ici à 2025, nouveaux emplois qualifiés. Et donc, c'est vraiment les chercheurs contribuent à la formation, et donc on a vraiment besoin de nouvelles personnes qualifiées. Voilà. C'était juste pour remettre la perspective de pourquoi c'est important de sécuriser cette relocalisation. On voit que la Chine, de plus en plus, utilise finalement les panneaux qu'elle produit et qu'elle pourrait décider de prioriser leur marché intérieur plutôt que l'export. C'est un premier point. Et puis en plus, on parlait de démocratie. C'est pas tout à fait une démocratie, et quand on n'a pas les mêmes points de vue géopolitiques, on peut avoir des sanctions internationales. Donc c'est un point qui n'est pas à négliger. On ne peut pas dépendre, notre vision de l'énergie en 2050 ne peut pas dépendre de l'export de manière massive. Voilà. Donc on appelle à ce plan d'urgence, à reconnaître d'utilité publique ce plan d'urgence, une concertation avec la filière, et donc lancer d'ici les 3 mois. Pour nous, il y a un vrai enjeu là à très très court terme, puisque l'avenir de la filière est quand même suspendu à l'élection. On a quand même 2 visions antagonistes, un x10 d'un côté, un moratoire de l'autre. Donc dimanche nous dira la suite.